Bonjour tout le monde. Donc, merci d'abord d'être venu à notre visioconférence qui va être enregistrée. Donc, si vous avez des collègues qui ne peuvent pas venir aujourd'hui et qui voudront l'écouter, eh bien, ça sera disponible en rediffusion et donc, il ne faudra pas hésiter à à propager le lien dans vos connaissances. Voilà. La présentation, donc, d'abord, il faut que je remercie les sponsors d'Inner Source Commons qui nous aident à financer ce genre d'événement. Donc, voilà la liste. Je ne vais pas les citer tous. Néanmoins, pensez un peu à eux. Ce sont des gens qui nous font des choses très bien. Toute cette conversation est enregistrée. La partie où moi je parle sera donc diffusée et rediffusable autant qu'on veut. Elle va durer à peu près une demi-heure et elle sera suivie d'une discussion qui, elle, sera enregistrée mais pas diffusée. Elle nous sert en interne quand on a besoin de retrouver quelque chose qu'on a pu dire et qu'on ne se souvient plus comment c'était. Mais par contre, cette partie-là, qui ne sera donc pas rediffusée, va se passer, elle, et sera interactive, vous aurez tous le micro, se passera sous les règles de Chatham House, c'est-à-dire que vous pouvez parler de ce que vous avez entendu pendant cette discussion, mais vous ne pouvez pas dire qui l'a dit, ni de quelle organisation cette personne fait partie. Donc, vous pouvez raconter ce que vous avez entendu, mais sans citer la personne qui a prononcé les mots ou l'entreprise pour laquelle cette personne travaille. Voilà. Et ça s'appliquera à la partie discussion, donc la deuxième demi-heure de notre séance. Voilà. Donc, la présentation d'aujourd'hui, les slides sont en anglais, sauf le premier. Mais par contre, moi, je vais parler en français, donc c'est en VOSTEN, si je puis dire, en VO sous-titré en anglais. Et on va parler des arguments business de l'open source. Et en particulier, l'idée, c'est d'aider à présenter l'inner source, pardon, l'idée, c'est d'aider à présenter l'inner source au management avec des arguments qui seront de nature à interpeller le management. Et en particulier, et c'est quelque chose qu'on a abordé lors de la précédente présentation, très intéressant, pensez à utiliser le vocabulaire du management. Si vous êtes un développeur, mais que vous parlez à votre directeur financier, parlez OPEX, CAPEX. Si vous parlez aux responsables des ressources humaines, parlez attraction de talent, rétention de talent, parlez pas faire bosser les développeurs. L'idée, c'est que on utilise un petit peu de PNL pour parler à son management. On adapte son vocabulaire à la personne à qui on s'adresse. Et ça, c'est super important. Donc, on utilisera, je vous proposerai un certain nombre d'arguments que vous pourrez présenter à votre management avec le vocabulaire de votre entreprise et le vocabulaire de vos interlocuteurs. Voilà, on va commencer par définir un petit peu qui est l'inner source, puis après on parlera de qui le fait, et puis après la partie principale de cette présentation qui sont les bénéfices. Donc, l'inner source, ma définition est en anglais puisque c'est une citation d'un papier de recherche dont vous avez l'URL ici. C'est l'utilisation des méthodes de développement et la mise en place d'une culture de type open source, mais à l'intérieur d'une organisation. Donc, c'est tout ce qu'on fait en open source, partager du code source, contribuer, échanger des informations, etc., mais sans que le code source sorte de l'organisation. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que on peut travailler comme ça sur des choses qui sont très confidentielles, mais bénéficier de tous ces avantages dont on parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Ça peut être, et ça c'est intéressant, un premier pas vers de l'open source, c'est-à-dire qu'on fait ça en interne pour un petit peu s'habituer à la culture. Et une fois qu'on est bien au clair sur comment ça fonctionne, bah, décider que le code qui était privé devient public et on continue à travailler comme ça et on implique à ce moment-là des développeurs externes, des contributeurs externes. Mais l'idée générale, inner source, c'est les mêmes pratiques, les mêmes méthodologies que l'open source, le même genre de culture, mais à l'intérieur de l'organisation. Notez que dans ma définition, inner source est écrit inner espace source, alors que Inner Source Commons utilise la graphie Inner Source en un seul mot. Je l'ai marqué, c'est une citation, donc je l'ai laissé telle quelle,
Mais effectivement, quand on parle inner source, de nos jours, on a plutôt tendance à dire inner source en un seul mot et à l'écrire en un seul mot, alors qu'open source s'écrit en 2 mots et c'est en majuscule. Le mot inner source s'écrit avec les majuscules de chameau, comme on explique, comme on appelle ça, c'est-à-dire des lettres qui montent et qui descendent au fur et à mesure du mot. Voilà. Et donc, quand on parle d'inner source, on parle de culture, de méthodologie et d'outils. Et c'est donc ce qu'on va aborder pendant la prochaine vingtaine de minutes de cette présentation. Donc, commençons par qui parle d'inner source, qui le fait. Alors, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'aujourd'hui, 16% des organisations qui ont été sondées dans cette étude ont des initiatives inner source. Et la question, en fait, qui est importante ici, c'est ils ont des initiatives identifiées comme inner source. Mais des fois, ils font de l'inner source un petit peu comme M. Jourdan faisait de la prose sans le savoir. Ils développent en interne, ils ont un dépôt de code en interne qui est accessible à d'autres personnes, pas forcément toute l'entreprise, mais peut-être à l'intérieur d'un groupe. Et ben en fait, si on regarde de près, c'est de l'inner source. C'est comme la prose de M. Jourdan. Donc, 16% sont ceux qui reconnaissent leur pratique comme étant de l'inner source. Il y en a probablement un peu plus quand on compte ceux qui le font sans le savoir. Voilà. Ces utilisateurs, ça couvre tout le spectre. Les services financiers, l'automobile, les telcos. Et donc, ce que je vais vous présenter là au niveau des bénéfices, c'est le résultat d'un certain nombre d'assessments, d'évaluations, d'audits que Wipro a fait auprès de ses clients pour appliquer un modèle de maturité inner source qu'on a développé d'ailleurs. Ce modèle, il est interne, il est privé à Wipro, mais par contre, on en a publié, et ça peut vous intéresser, une version entièrement publique et qui s'applique là pour le coup à l'open source, mais vous allez voir qu'entre l'open source et l'inner source, il y a beaucoup de choses similaires. Hein. Et ce modèle de maturité open source est publié sur le site de Finos, qui est une organisation open source pour les services financiers, les banques, etc. Donc, le modèle qu'on utilise en version interne correspond à un modèle qu'on a publié pour l'open source, mais nous, on l'adapte en interne pour de l'inner source et on le customise pour nos clients. Voilà. Donc, on va vous raconter ici les différents résultats. Enfin, en fait, la synthèse de tout ce qu'on a trouvé lors de nos assessments auprès de nos clients. Alors, au niveau des bénéfices, donc, et là, on va avoir quelques petites 7-8 différents bénéfices. Le premier que j'ai mis, et j'ai mis ce premier-là parce que, en fait, c'est celui que j'aime le moins. Pour ainsi dire, même si c'est celui qui, quand les entreprises me disent c'est notre bénéfice, je leur dis vous vous trompez. C'est la réutilisation de code. La réutilisation de code, en fait, c'est une mesure de combien on réutilise le code, mais en fait, ce n'est pas un bénéfice. Le bénéfice, il pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, l'augmentation de la vitesse de développement ou la diminution du coût de développement, puisqu'on réutilise les mêmes bouts de code, on ne les redéveloppe pas 3 fois. Une augmentation de la qualité du code, parce que quand on réutilise le code que quelqu'un a écrit, eh ben, on apporte une deuxième paire d'yeux sur ce code au moment de le réutiliser et potentiellement, on va débugger du code des bugs qui n'auraient pas été interceptés par le développeur principal. Et puis, un autre bénéfice, c'est la collaboration interéquipe, donc qui permet, là encore, d'atteindre de meilleures efficacités de développement. Donc, si vous utilisez la réutilisation de code comme un bénéfice, soyez conscient que ce n'est pas vraiment un bénéfice, c'est juste une mesure et essayez d'attacher le ou les bénéfices qui sont liés à cette mesure. Voilà. Si c'est votre seul bénéfice, posez-vous la question. En fait, qu'est-ce que ça vous apporte la réutilisation de code? Vous le mesurez, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Et ça, c'est super important. Et vous allez voir en fait que bien souvent, on a des entreprises qui nous sortent des points de mesure, des métriques. Et il y en a plein des métriques autour de l'inner source. L'un de nos sponsors, Bitergia, par exemple, propose des outils pour mettre en place des métriques autour de l'open source et de l'inner source. Il y a plein de métriques possibles. Mais essayez en plus de rattacher ces métriques à des choses qui ont un sens stratégique pour l'entreprise. J'ai un de mes clients qui, en interne, avait comme métrique de remplacer 30% de ses bases de données, qui étaient de l'Oracle et du DB2, par des bases de données open source, Postgres, MySQL, etc. Et je leur ai demandé, mais pourquoi 30%? Parce que comme ça, on en a mis 30%. Oui, mais
Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte une meilleure connaissance du code, etc. Est-ce que ça vous diminue vos coûts de fonctionnement? Est-ce que ça vous rend plus agile? Est-ce que ça vous diminue vos coûts opérationnels de système informatique parce qu'il y a besoin de moins? Enfin, quel est le vrai bénéfice de cette métrique que vous utilisez et que vous brandissez comme un drapeau blanc, mais qui en fait n'est pas en elle-même une mesure d'alignement stratégique? Donc, vos métriques, pensez à les aligner stratégiquement et à s'y correspondre à de vrais bénéfices. Code reuse, la réutilisation de code, est un exemple de ce qu'il faut traduire en bénéfices plutôt que de mesurer exactement ça. Par contre, et celui-là, c'est le plus souvent cité en vrai bénéfice, une fois que les gens ont oublié la partie réutilisation de code qui n'est pas un bénéfice, c'est l'innovation. Que ce soit de l'innovation primaire, j'utilise du code qui est partagé par plusieurs équipes et ensemble, on va créer des choses qui sont innovatrices. Et on va le faire ça parce qu'on est ensemble, on partage nos idées, on fait propager nos idées. Ça, c'est l'innovation primaire. Et des fois, utiliser l'innovation des autres, c'est l'innovation secondaire. Et c'est utiliser les idées des autres qui ont développé du code que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que, et en particulier quand vous êtes des entreprises globales, vous avez des équipes qui sont dans d'autres pays, avec d'autres cultures, probablement, avec d'autres perspectives sur tout, la vie, la façon d'offrir des services, sur la façon d'utiliser votre logiciel que vous êtes en train de développer en interne ou pour vos clients d'ailleurs. Hein. Et ces gens-là vont développer en inner source des modules qui vont s'ajouter à votre logiciel, des fonctionnalités qui vont s'ajouter auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé parce que vous êtes dans une culture qui est la vôtre, qui n'est pas à critiquer, mais qui n'intègre peut-être pas ces idées externes. Et donc, ça vient du fait qu'il faut commencer à comprendre et à assimiler parfaitement le fait que le not invented here, hein, c'est en fait vraiment mieux pour l'innovation. C'est un des gros problèmes de culture dans l'inner source, c'est les gens qui se disent non, non, mais moi je vais faire un truc mieux, même s'il existe déjà, je vais le refaire à ma façon parce que je suis mieux que les autres. Et en fait, non. Souvent, ça a été fait par des gens qui avaient un vrai cahier des charges qui correspondait à un besoin. Et probablement que ce besoin, il n'est pas à 100% aligné. Mais s'il n'est pas 100% aligné avec le vôtre, développez les 20% qui manquent ou les 30% qui manquent, mais utilisez les 80% qui sont déjà là. Et comme ça, votre commons de code, au lieu d'avoir 100% de fonctionnalité pour vous, aura 120% de fonctionnalité pour tout le monde. Voilà. Donc, not invented here à bannir de la culture d'entreprise, en particulier quand on fait de l'inner source, parce que les autres ont des super bonnes idées. Voilà. Un autre aspect assez intéressant, et j'ai une petite citation ici que je vais lire, c'est quelqu'un qui poste ça en disant en fait, on a embauché quelqu'un, ce nouvel employé, le premier truc qu'il a fait en arrivant chez nous, c'est qu'il allait de code, il a réparé le bug qui l'emmerdait depuis des années, et puis ensuite, il a fait un grand soupir de soulagement et il s'est tiré. Il a démissionné. Mais pourquoi donc? Alors, la bonne nouvelle, c'est que le bug a été corrigé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est parti. Avec l'inner source, l'idée, ça va être d'utiliser ces activités inner source, qui sont de toute manière faites, pour attirer des gens et pour les retenir. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ces activités-là, c'est souvent, pour en profiter, c'est souvent un delta assez minime, en fait. C'est juste de communiquer un peu sur ce qu'on fait, en parler dans des conférences, faire des blogs, etc. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la plupart des développeurs, les bons développeurs souvent, ils adorent l'open source. Et ils adorent fonctionner dans un mode open source, c'est-à-dire partager leur code, échanger avec les gens de la communauté, que ce soit une communauté interne ou externe. Et du coup, si on leur offre un mode de fonctionnement qui est similaire, eh ben, ils vont trouver que c'est intéressant pour eux de travailler là. Évidemment, ça ne vaudra peut-être pas de l'open source pur et dur, mais ils vont retrouver un mode avec lequel ils sont confortables et surtout qui leur parle vraiment.
Voilà. Ensuite, c'est ce que je disais, la partie, le petit delta de comment en bénéficier. Parlez de vos activités inner source. Hein. Allez sur des conférences, mettez des gens RH dans les conférences, que ce soit des conférences open source ou autres. Si vous allez à All Things Open, qui est une grande conférence open source aux États-Unis, vous verrez qu'à chaque année, il y a une table de chez Disney Tech et il n'y a pas des développeurs sur cette table, il y a 2 personnes des RH qui sont là avec des CV, une boîte pour récupérer les CV et puis des offres d'emploi. Allez sur les conférences, parlez de ce que vous faites en matière d'inner source, expliquez vos méthodologies, dites aux gens que c'est vachement intéressant. En plus, vous faites de l'open source, en plus de l'inner source, tant mieux, mais parlez-en, parlez-en parce que ça va attirer des gens. Voilà. Et comme je dis, hein, si en plus vos développeurs peuvent, en plus de faire de l'inner source en interne, participer à des communautés open source, que ce soit sur vos propres produits parce que certains sont open sourcés ou sur d'autres projets parce qu'ils travaillaient dessus avant et qu'ils ont envie de continuer, laissez-les faire. Laissez-les faire parce qu'ils vont apprendre, ils sont plus performants, ils sont plus compétents, ils sont plus motivés. Et puis, ça va leur apprendre à fonctionner comme ça aussi en interne. Donc, c'est une bonne chose de laisser vos développeurs travailler sur des projets open source extérieurs, ça les motive et ça les rend plus performants. Voilà. Et en plus, bah voilà. Donc, si l'environnement de développement est vraiment bien, ils voudront rester. Par exemple, j'ai une banque dans mes clients, que je ne citerai pas, mais qui s'est rendu compte que leurs développeurs avaient vraiment envie de travailler sur des machines Linux. Or, en interne, ils avaient des Mac et des PC. Et encore, les Mac, pas beaucoup. Eh bien, ils ont développé un programme entier de postes de travail pour développeurs Linux. Et ils l'ont déployé. Et ça, les développeurs adorent. Et du coup, ils ont un environnement de travail qui leur plaît et ils restent. Voilà. Donc, mettez en place un environnement de travail qui retient les développeurs. Parlez-en à l'extérieur. Dites-le. Dites-le chez vous, quand vous rentrez chez nous, bah, vous allez développer sur du Linux, vous allez travailler sur des projets en méthodologie inner source, on utilise un Git interne si vous avez l'habitude de GitHub, vous allez être confortable, etc. Parlez-en. Ça ne coûte pas très cher. Un blog, un compte Twitter, des posts sur LinkedIn, et puis la présence à des conférences, y compris avec vos collègues des ressources humaines. Et vous allez voir, ça fait des merveilles pour attirer les bons développeurs. En parlant de développeurs, quand on fait de l'inner source, eh bien, on apporte beaucoup au niveau des compétences des développeurs. Pourquoi? Parce que, en fait, on partage du code, on partage ses expériences, on partage sa connaissance. Le code que vous écrivez, il va être lu par quelqu'un d'autre qui va donc apprendre de votre façon de coder, qui va peut-être corriger des bugs, et puis vous allez avoir du feedback de la part d'autres sur le code. Hein. Alors, en entreprise, le feedback il sera probablement plus sympathique que dans l'open source sur la planète, parce que dans le monde de l'open source, des fois, le feedback, il est un peu violent. Hein. Quand les gens ils disent que le code, il n'est pas top, des fois, l'expression n'est pas forcément très sympathique. Néanmoins, en interne, ça marchera bien. Donc, ce feedback, il est important sur la qualité, la forme du code, sur la lisibilité, etc. La correction de bugs, on apprend beaucoup quand quelqu'un vous trouve un bug que vous n'avez pas vu parce que vous avez passé des heures à le regarder et puis le code il vous sort par les narines. Ben là, quelqu'un soudain le regarde et dit ah mais là un point virgule ça irait bien. Et puis bien entendu ce que je disais, voilà la lecture du code des autres. Et les communautés que vous allez créer en interne sont un superbe outil pour partager ce savoir et donc augmenter le savoir de chacun. Hein. Quand tout le monde partage son savoir, il est donc multiplié, puisque si vous partagez votre savoir avec un autre développeur et que l'autre développeur partage le sien, vous avez chacun 150% de savoir au lieu de chacun votre 100% et avec un diagramme de Venn qui n'est pas super intéressant. Voilà, donc en fait, n'hésitez pas à mettre en place des communautés. Formez les gens, incitez-les. La culture, elle n'arrivera pas tout de suite. Donc, faites des formations, montrez comment on peut aller chercher sur les guides internes s'il n'y a pas déjà du code qui fait ce qu'on va faire. Encouragez du coup les développeurs à mettre des mots-clés dans le code pour qu'on le retrouve facilement. Si je cherche un algorithme de tri, il faut que je le trouve facilement dans mon guide plutôt que de devoir explorer tous les dépôts internes. Et avec ces outils et l'apprentissage de comment les utiliser, vous allez rendre vos développeurs plus efficaces.
La qualité de code, et oui, parce que c'est un lié, plus vos développeurs sont compétents, plus ils développent bien, plus il y a de gens qui lisent le code et l'utilisent en interne, plus vite les bugs sont trouvés. Et en plus, chacun va réparer les bugs de l'autre au fur et à mesure qu'il les découvre. Alors, des fois, les gens répareront pas les bugs. Des fois, quelqu'un va vous appeler en disant ah, quand on fait ça, ça marche pas. Tu peux regarder s'il te plaît parce que moi je comprends rien à ton code. Et c'est valable hein, comme explication. C'est encore plus valable s'il y a un descriptif exact sur comment le reproduire. Mais c'est assez intéressant de voir que quand on est en mode inner source et que la culture est bien en place et que les gens ont cette habitude, ils partagent ça, ils partagent des bug reports, ils partagent la correction de bugs dans votre code et du coup votre code est de meilleure qualité plus rapidement. Il y arriverait à cette qualité si vous développez en interne sans inner source, mais il ira plus vite en open source, en inner source que dans un mode de développement traditionnel. Ensuite, cette qualité, elle finit par devenir une deuxième nature. Hein. C'est-à-dire que elle s'intègre dans le processus de développement et au lieu d'avoir des phases de code review séparées et identifiées, votre code review, il est constant. En plus d'avoir vos code review à chaque phase de développement, sprint, publication, etc., vous avez du développement par les autres, du code review constant par les autres équipes au fur et à mesure qu'ils l'utilisent. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça s'intègre dans le flow de développement, dans votre flow d'utilisation et ça prend de moins en moins de temps pour être de plus en plus efficace. Donc, la qualité de code, vraiment un bénéfice. Et puis, la vitesse de développement. Hein. Plus on utilise de code, et ça revient à la réutilisation de code, plus on utilise de code, moins on passe de temps à le développer. Et donc, forcément, ça va plus vite, que ce soit pour des développements internes que pour du développement de produits chez des clients, pour des clients. Et donc, n'hésitez pas à mettre en place ces méthodologies. Vous irez plus vite dans votre développement. On peut aussi faire quelque chose d'assez intéressant pour aller plus vite dans le développement, c'est de mettre en place des challenges. On voit beaucoup d'entreprises maintenant qui organisent des hackathons internes, donc inner source, mais avec les mêmes méthodologies que l'open source, bien sûr, pour développer une fonctionnalité ou un groupe de fonctionnalités ou une application ou un service et faire ça plus rapidement en quelques jours de hackathon. C'est pas mal. Ça motive les gens, surtout s'il y a une récompense, des prix, un affichage comment ça s'appelle, dans une liste de meilleurs développeurs ou quelque chose qui fait que les gens vont se sentir valorisés d'avoir participé à ce type d'activité. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a pas mal de bénéfices. On peut en trouver d'autres. Hein. Je cite les plus souvent mentionnés par nos clients, mais il y en a forcément d'autres. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à explorer, à regarder comment ça se fait éventuellement dans d'autres entreprises. Il y a pas mal d'entreprises qui parlent de leurs activités inner source, en particulier ici dans les conférences Inner Source Commons. On va trouver des gens qui partagent leur expérience. Donc, venez écouter et vous en apprendrez peut-être de nouveau, en plus de ceux que j'ai listés ici. Donc, les prochaines étapes. En fait, quand vous allez démarrer vos activités inner source, commencez par mettre en place des objectifs avant de mettre en place des métriques, des mesures. Hein. D'abord des objectifs, éventuellement en alignant ces objectifs avec la stratégie d'entreprise. Regardez quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise. Par exemple, il y a une assurance en Australie dont la mission, c'est d'être l'assurance la plus user-centric et innovative, je sais pas comment on dit, centrée sur l'utilisateur et innovative de toute la zone Asie-Pacifique. Donc, leur objectif, c'est user-centric et innovation. C'est de leur mission, en plus d'être une assurance, évidemment. Hein. Donc, si on parle d'innovation, eh bien, on va commencer à chercher peut-être des métriques qui sont des métriques autour de l'innovation. Hein. Par exemple, le nombre de nouvelles idées qui viennent des projets inner source par rapport à celles qui viennent du marketing. Pourquoi? Parce que celles qui viennent de l'inner source, souvent, elles sont liées à des utilisateurs, alors que le marketing fait des études de marché et regarde ce que ne fait pas le concurrent et dit, si on faisait ça, ça nous différencierait du concurrent. Oui, mais personne ne va s'en servir. Ah ouais, mais on sera mieux quand même. Donc, regardez un petit
peu les idées qui viennent de l'inner source parce qu'elles viennent vraiment d'un endroit où les gens réfléchissent à ce qu'ils font avec leur truc. Hein, d'accord? Donc, des objectifs qui sont liés à vos objectifs stratégiques. La qualité de code, par exemple, eh ben, on pourrait mesurer le temps passé à corriger des bugs plutôt qu'à du développement de code et essayer de diminuer le ratio fixing bugs par rapport à developing code. C'est pas inintéressant ça. Au niveau des métriques de communauté, combien de projets sont disponibles en inner source par rapport à ceux qui sont disponibles dans des équipes et à l'intérieur uniquement de cette équipe, ou le nombre de développeurs qui participent à vos communautés inner source. Donc, pensez à avoir des métriques, et il y en a plein. Regardez ce que propose Bitergia, ils en ont plein d'autres, plein d'autres, et faites en sorte que vos métriques soient vraiment alignées sur des objectifs, des vrais objectifs stratégiques de l'entreprise ou de vos équipes ou du marketing ou d'autres, mais des vrais objectifs et pas juste des points de mesure qui font des beaux graphiques mais qui servent finalement pas à grand-chose. Hein. Comme on dit toujours, si vous avez une valeur numérique qui sort de vos outils de mesure, si elle ne me sert pas à prendre une décision, elle ne me sert à rien. Donc, faites en sorte que vos métriques servent à prendre des décisions ou à mesurer une progression sur une échelle d'objectifs. Voilà. Ensuite, comme on va parler de culture, la culture, ça prend du temps. Donc, pensez à un programme d'éducation, de formation, et faites ça pas juste une fois au début. Il faut que ça soit continu. Il faut qu'il y ait, par exemple, un cours pour tous les nouveaux embauchés sur les méthodologies inner source. Pensez à faire en sorte que les gens aient en permanence des rafraîchissements sur leur méthodologie de développement. Former le middle management. C'est en général le plus gros point bloquant quand on fait de l'inner source, c'est le middle management qui a peur de perdre le contrôle sur ses projets, qui a peur de perdre la visibilité sur eux-mêmes. Hein, si mon équipe n'est pas vue, moi, je ne serai pas vu. Donc, il faut leur faire comprendre qu'en fait, si votre équipe a des développeurs d'une autre équipe qui viennent améliorer son produit, son projet, bah, tout le projet sera mieux. Et donc, ça va bénéficier le middle management aussi. Voilà. Et le dernier point que j'ai mis ici, utiliser la PNL, NLP en anglais, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que vous utilisez le vocabulaire de votre management plutôt que celui des développeurs. Parlez le même langage. C'est vachement intéressant pour convaincre plutôt que d'utiliser des mots qui sont peut-être à côté de la plaque. Et puis, et ça sera pour finir, et après on va partir sur la discussion, ce n'est pas grave si vous n'appelez pas ça de l'inner source. Hein, ça marchera tout aussi bien. Ça peut être de l'open source interne, ça peut être, on n'appelez pas ça comme ça quand même, ça va perturber du monde, mais ça peut être du développement collaboratif, ce que vous voulez. Si vous ne l'appelez pas inner source, ce n'est pas grave. L'important, c'est penser à utiliser ces méthodologies. Vous allez voir que vous en bénéficieriez. Vous en bénéficierez. Merci beaucoup. Je vais couper le partage de la présentation